Bonjour tout le monde. Donc on reprend un petit peu l'enseignement à distance en espérant que ce soit la dernière semaine. Mais bon, on verra bien ce qui se passe. Pour aujourd'hui, donc pas grand-chose de nouveau. Je vais simplement reprendre la correction du TP2 sur la datation, sur différentes méthodes de datation absolue que vous devez maîtriser, que nous avons fait la semaine avant les vacances. Sur ce TP, il y a toute la partie cours que je reprendrai rapidement par la suite. Alors, je reviens pas ou très rapidement sur la première méthode que vous avez à maîtriser, qui est la méthode potassium-argon. C'est une méthode qui est soit calculatoire, donc ici l'élément pair c'est le potassium qui se désintègre en élément fils qui est l'argon, et on mesure dans les échantillons, dans les minéraux de la roche qui cristallisent, le rapport argon 40 sur potassium 40, et une fois que vous avez les mesures de ce rapport-là, vous n'avez plus qu'à le mettre dans la formule pour remonter à l'âge, le lambda vous étant donné. Ici 5,81, 10 puissance moins 11 années. Ou alors on passe par une résolution graphique qui évite d'utiliser le calcul. À ce moment-là, vous avez la droite qui est là. On vous donne le rapport, donc le rapport est en ordonnée. Vous retrouvez donc la valeur qui a été calculée, qui a été mesurée, pardon. Vous vous reportez sur la droite et vous regardez en abscisse l'âge auquel ce rapport correspond. Donc voilà pour la datation potassium-argon que vous avez à maîtriser. La petite subtilité de cette méthode-là, c'est que l'élément fils qui est l'argon étant un gaz, il reste emprisonné dans les minéraux de la roche qu'une fois qu'elle est solidifiée. Donc il n'y a pas de contamination ou d'échange entre les minéraux au sein de la roche tant qu'elle est encore chaude, comme c'est le cas dans le cas général. L'argon qui va être présent, mesuré dans une roche, est forcément là depuis la fermeture du système. Point. Comme c'est un gaz, sinon et donc s'il est là que depuis la fermeture du système, ça veut dire qu'il ne provient que de la désintégration du potassium. C'est pour ça qu'on peut écrire l'équation suivante, que le potassium que j'avais au départ est égal au potassium qui me reste, plus l'argon qui a été fabriqué. Pardon. Deuxième technique, donc c'est celle que vous aviez à faire seul chez vous, qui est la technique uranium-plomb. C'est une technique, on va dire, qui passe par une résolution purement graphique des exercices. Alors, l'uranium, c'est un élément hautement radioactif qu'on retrouve dans un minéral qu'on appelle le zircon. Le zircon, on l'avait utilisé ensemble pour la datation relative et pour illustrer le principe d'inclusion, puisque ces zircons se retrouvent inclus dans des biotites, donc cela veut dire qu'ils étaient là avant la biotite. Ces zircons très riches en éléments radioactifs, l'uranium, qui va se désintégrer, va altérer la biotite autour. C'est pour ça qu'autour de chaque zircon, on a un petit cercle sombre, noir, que l'on appelle une auréole de désintégration radioactive. C'est comme ça qu'on repère d'ailleurs les zircons dans les biotites. Ici, la différence, c'est que des isotopes de l'uranium, il y en a deux. L'uranium 238 qui se désintégrera en plomb 206 et l'uranium 235 qui se désintégrera en plomb 207. Les valeurs des constantes radioactives lambda sont différentes pour ces deux couples que vous avez ici. Donc on ne va pas pouvoir utiliser un calcul dans ce cas-là. Et donc on va mesurer dans une roche, dans plusieurs zircons, les rapports plomb sur uranium. C'est toujours l'élément fils sur l'élément pair. Hein. Pour potassium qui était l'élément pair, argon qui était l'élément fils, c'est l'argon qui est toujours au numérateur et le potassium au dénominateur. Alors comment on utilise cette méthode? Donc on utilise deux isotopes de l'uranium qui donnent deux isotopes différents du plomb et on utilise ce qu'on appelle une courbe Concordia qui va placer en ordonnée et en abscisse ces deux rapports que l'on mesure. Plomb 206 sur uranium 235 en ordonnée et plomb 207 sur uranium 235 en abscisse et plomb 206 sur uranium 238 en ordonnée. La courbe Concordia, c'est la courbe qui est en rouge ici. Hop, cette courbe délimite des zones d'âge différents. Plus on est haut dans la courbe, plus on est âgé. Cette courbe Concordia, donc qui est toujours la même, vous sera toujours donnée, et vous aurez à placer les points que l'on
obtenu grâce au rapport que l'on aura mesuré dans les différents zircons d'une roche. Donc les deux rapports plomb sur uranium vont vous donner des coordonnées pour différents points que vous allez placer sur ce graphique. Ces points vont s'aligner le long d'une droite que vous allez pouvoir tracer, qui est une droite de régression linéaire, comme pour les isochrones que nous avons vus en TP. Ces points donc s'alignent le long d'une droite qui qui s'appellera la droite Discordia et qui va recouper la courbe Concordia à deux endroits, en haut, en bas. Ces deux endroits, ce sont des intercepts. L'intercept supérieur ici nous donnera la date de la première fermeture du système, donc l'âge de la roche. L'intercept inférieur nous donnera l'âge de s'il y a eu une réouverture du système, et la dernière, c'est-à-dire est-ce que la roche a été réchauffée, et du coup les zircons se sont rechargés en uranium. Est-ce qu'il y a eu perturbation du système? Et donc ce deuxième intercept nous donnera la date de la dernière perturbation, la plus récente. Souvent, on ne s'intéresse pas à cet intercept inférieur, vu qu'on veut connaître l'âge, donc on s'intéresse à l'intercept supérieur, du coup. Mais donc c'est le cas pour le travail suivant. Donc ici, on a un exemple très concret d'utilisation de cette datation, avec la vallée de l'Utcubamba, au nord du Pérou, donc Amérique du Sud, où on a une couche, une formation sédimentaire que l'on veut dater. Cette formation sédimentaire ne contient pas d'éléments radiochronologiques, enfin on ne peut pas faire de radiochronologie parce qu'il n'y a pas d'éléments radioactifs, donc on va regarder une couche au-dessus, une couche en dessous, calculer, que l'on peut dater avec les zircons là, et faire la méthode uranium-plomb. La couche en dessous est à moins 4 mètres, sous la limite que l'on veut dater, donc relativement proche, et la couche au-dessus que l'on peut dater par cette méthode est à plus 55 mètres. Donc on forme un sandwich autour de la couche sédimentaire que l'on veut dater, on aura la date de la couche au-dessus, la date de la couche en dessous, et en appliquant le principe de superposition de datation relative, on aura une fourchette d'âge dans laquelle se situe notre formation sédimentaire. Donc là encore, vous avez un exemple d'utilisation conjointe de la datation relative et de la datation absolue. Donc pour la couche qui est en dessous de notre formation sédimentaire que l'on veut dater, on a mesuré les rapports plomb 207, uranium 235 et plomb 206, uranium 238 dans 8 zircons, et on les a placés sur la courbe Concordia que vous avez en dessous. Alors je vais prendre ma correction. C'est pas celle-ci, c'est celle-là, voilà. Hop, ce sont les points en rouge, d'accord? Et ensuite, on a placé les rapports plomb 207 sur uranium 235 et plomb 206 sur uranium 238 sur la courbe Concordia. Ça donne les que vous avez en dessous. Ça donne les triangles verts, d'accord, qui sont là. Et donc là, on n'a même pas besoin de tracer de droite de régression linéaire, puisqu'on voit que les points sont un peu avant et un peu après 200 millions d'années. Donc la couche en dessous date d'un peu avant 200 millions d'années, la couche au-dessus date d'un peu après 200 millions d'années, ce qui veut dire que on peut dire que la couche que l'on veut dater a un âge d'environ 200 millions d'années. Donc c'est comme ça, grâce à cette courbe Concordia, que l'on arrive, hop, je vais grossir ici, voilà, 200%, voilà, les points sont là. En rouge pour la couche qui est en dessous, en vert pour la couche qui est en dessus, donc ils encadrent de part et d'autre le point qui correspond à 200 millions d'années, donc on peut dire que notre couche a 200 millions d'années. Alors là, il n'y a pas d'intercept supérieur et inférieur, parce qu'on est directement sur la droite, et c'est parce que la droite Concordia, ici on a un zoom dessus, et donc on ne voit pas la courbure classique que l'on peut voir quand vous regardez le document de la courbe Concordia classique que vous avez là. Ici, en gros, on a un grossissement sur cette partie-là. Hop, j'essaie de pas faire de bêtises. Alors je vais dézoomer un petit peu, ce sera plus facile. Je vais mettre 200%. Donc pour cet exercice, en fait, on a un zoom
sur la courbe Concordia, ici, sur la première partie de 0 à 0,5 milliards d'années. Donc vous voyez, donc on ne peut pas avoir la courbure, donc on ne peut pas avoir d'intercept. Mais bon, on est directement dessus, au moins c'est plus simple. On a la date, on a l'âge, 200 millions d'années. Donc voilà, et sur cette méthode uranium-plomb, qu'est-ce qu'il fallait nous dire aussi hein. Ah oui, j'ai oublié un petit peu la réponse à la question précédente où on vous demandait d'interpréter les âges pour la datation qui a été faite ici. Donc pour la datation qui a été faite ici, la première fermeture du système, donc l'âge de la roche, on voit qu'elle recoupe la Concordia autour de 2 milliards d'années, et la date de la dernière fermeture, dernière perturbation, vers 0,5 milliards d'années. Voilà. Voilà, utilisé pour montrer l'apport datation absolue à datation relative, ben on l'a montré hein, avec cet exemple. Comme on ne peut pas dater directement la couche qui nous intéresse, on date une formation en dessous, une formation en dessus, ça nous donne une fourchette. Donc on voit bien le lien entre datation relative et datation absolue. La dernière partie sur la méthode rubidium-strontium, je ne reviens pas dessus, on a corrigé en TP. Ici c'est un peu différent, la formule est un peu différente, l'élément fils est égal à exponentielle de lambda t moins 1 fois l'élément père, plus l'élément fils correspondant qui était déjà là au départ, dont on ne connaît pas la quantité, ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser cette équation. En fait, on utilise une normalisation, donc on divise par le strontium 86 chaque élément de cette équation, qui est de la forme ax plus b, parce que le strontium 86 est stable, donc il y en a toujours la même quantité, c'est une normalisation. Et dans cette équation, vous ferez attention, j'ai bien corrigé, je ne me rappelle plus si je vous l'ai dit en cours, le moins 1 n'est pas dans l'exponentielle, il est en dehors. D'accord? Donc je crois qu'on avait corrigé le deuxième, mais pas le premier. Et donc le petit a qui correspond à la pente de la droite que l'on peut tracer, la droite isochrone, qui est tracée à partir de mesures dans les différents minéraux d'une roche, des rapports rubidium 87 sur strontium 86 en abscisse, et strontium 87 sur strontium 86 en ordonnée. Donc on mesure ces deux rapports dans plusieurs minéraux, ici vous en avez 6. Ces points, hop, on les place dans ce graphique. Ensuite on fait la meilleure droite, la droite de régression linéaire. L'ordonnée à l'origine nous donne la quantité de strontium à l'instant 0, dont on n'a pas accès. Et là on y a accès graphiquement. Et la pente, donc soit Excel vous la donne, soit vous la calculez. Cette pente, c'est A, elle est égale à exponentielle de lambda t-1, ce qui revient à faire, après une petite manipulation de l'équation, et après avoir isolé le t qui correspond à l'âge, à ln de a plus 1 sur lambda. Donc la pente calculée, vous la remplacez, le lambda, on vous le donne, et vous remontez à l'âge. C'est ce qu'on appelle la méthode des isochrones. On avait effectué un petit ECE, je ne vais pas revenir dessus, sur une datation de deux granites qui correspond à la croûte continentale bretonne, et on voulait savoir si ces deux granites avaient le même âge. Simplement, juste pensez, quand vous avez un ECE de ce type-là, il n'y a pas que de la datation par radiochronologie à faire et la méthode rubidium-strontium. Il faut prouver avant qu'on peut utiliser cette méthode rubidium-strontium. Donc, on vous explique ici que le rubidium prend la place du potassium, oui, et le strontium du calcium. Donc, il faut quelques minéraux qui ont du rubidium, donc qui possèdent du potassium, et quelques minéraux qui ont du calcium, dans lequel le strontium fabriqué par des intégrations radioactives va pouvoir s'insérer. Donc, il faut quelques minéraux avec du potassium, quelques minéraux avec du calcium, pour pouvoir justifier. Donc, vous avez ici les formules chimiques de quelques minéraux. Et donc, avant de faire la datation, vous devez justifier que vous pouvez utiliser cette méthode-là dans la roche qu'on vous demande d'étudier. Donc ici, dans ce travail, on vous demandait de mettre en évidence la présence de biotites pour le potassium, de plagioclaste pour le calcium, et ensuite de faire la datation. Les fichiers Excel, on vous donnait les rapports, vous n'aviez qu'à tracer l'isochrone. Excel vous donnait la pente en faisant afficher l'équation, et on calculait grâce à T qui est égal à ln2a plus 1 sur lambda, l'âge de notre granit qui était de 350 ou 330 millions d'années. L'autre granit avait 4 milliards d'années, donc ils n'ont pas du tout le même âge, ils ne sont pas du même épisode magmatique. Donc voilà pour le CE, voilà pour le TP. Le cours correspondant, je l'ai ici, je vous le laisse lire et je répondrai à vos questions demain. Je vais simplement résumer ce qui est noté.
Donc la chronologie absolue, qui correspond à 2 travaux que nous avons fait la semaine avant les vacances. J'ai un premier paragraphe sur les principes généraux de cette datation, avec euh, voilà, l'élément PR qui désintègre en élément fils, en suivant une constante de désintégration radioactive lambda, la notion de demi-vie, 2 formules qui je pense seraient bien de connaître. La demi-vie, c'est la période, c'est T, c'est ln de 2 sur lambda, et la loi de désintégration radioactive, c'est la quantité d'éléments pairs que j'ai à un instant T, est égale à la quantité d'éléments pairs que j'avais au départ, fois exponentielle de moins lambda T. Voilà. Ici, vous avez un petit paragraphe sur le fait que, comme chaque couple père-fils n'a pas la même demi-vie, qu'elle est plus ou moins rapide, donc on pourra dater des éléments plus ou moins vieux, donc il faut bien savoir que chaque couple père-fils est adapté pour un domaine de datation qui correspond à sa demi-vie, donc plus ou moins âgé, et un petit paragraphe sur la notion de fermeture du système et de fermeture du système et de contamination possible de la roche au cours de son évolution si on la réchauffe et que des minéraux peuvent se recharger de nouveau en éléments pairs. Voilà. Et enfin, les 3 méthodes que vous avez à connaître, avec, je pense, les 2 formules à retenir. Pour rubidium strontium, c'est T égale ln2a plus 1 sur lambda, A étant la pente de l'isochrone. Donc c'est la méthode des isochrones, donc graphique. Potassium-argon avec la formule à retenir et les rapports argon sur potassium qu'on vous donnera, soit que vous mettez dans votre formule, soit graphiquement. Et enfin la méthode du uranium-plomb avec la méthode de la concordia et de la discordia. Et enfin un petit paragraphe sur l'intérêt du couplage des 2 datations relatives et absolues. Les 2 schémas bilan, donc là il y en a 2 pour ce chapitre, un pour la datation relative et un pour la datation absolue. Alors faites attention pour celui sur la datation absolue. La formule qu'on vous donne pour la méthode potassium-argon ici est fausse. C'est pas ln de lambda de l'argon sur lambda du potassium, c'est ln de argon sur potassium. J'ai noté l'erreur ici. Comme je l'ai noté là, si je vous avais vu, je vous l'aurais distribué, donc j'aurais mis du blanc avant de le photocopier. Donc ça ne se serait pas vu, mais là, comme je vous l'envoie, je ne peux pas modifier de manière, on va dire, propre, en mettant une case blanche, puisque ça efface le reste. Donc voilà, attention, erreur, formule, ici en rouge. L'index de vocabulaire et la fiche de révision. On a un autre chapitre de géologie qu'on va commencer cette semaine quand on se retrouvera. On fera le prochain contrôle après ce 2e chapitre de géologie. Ce 2e chapitre de géologie, je vous ai mis l'introduction et aujourd'hui vous avez l'activité introductive à faire qui va me permettre de remobiliser des notions importantes qu'on aura besoin pour l'activité 1 du grand 1 que l'on fera à la séance suivante. Donc là aujourd'hui vous avez que cette activité là à faire. Hop, ça c'est la correction, je vous l'ai envoyée, donc je la commenterai juste après. Donc ici simplement c'est sur les grandes notions de tectonique, de mouvement des plaques, de frontières de plaques que vous avez vu l'an passé. Donc vous avez un premier schéma, essayez de le légender tout seul. Sinon, vous avez les légendes à placer ici. Hop, donc je ne commente pas la correction. Vous avez aussi à placer à délimiter les plaques, à flécher les mouvements au niveau de leurs frontières et à définir les 2 contextes géodynamiques qui sont représentés ici et là. Donc je vous laisserai regarder la correction, je commenterai en visio à la prochaine séance. Et enfin, vous avez ici une animation à regarder, un graphique classique de croûte de lithosphère continentale à légender avec les différentes parties, donc vous l'avez sur la correction, et ensuite 3 étapes à reclasser dans l'ordre, donc ça ce sont que avec un commentaire à chaque fois, donc je veux un titre et ce qui se passe. Le contexte géodynamique, est-ce qu'on est en compression ou en distension, en extension? La correction, vous l'avez, il n'y a rien de compliqué, donc je reprendrai ça demain. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Donc à la visio, on reprendra... Je ne sais pas si la visio sera vraiment
longue comme d'habitude, puisque là la correction est bien détaillée. Je répondrai à vos questions pour le cours, mais je vous présenterai simplement aussi surtout le travail que vous allez faire pour la séance suivante. Bonne journée!